Bienvenue, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Korejo Missa Doumbouya et merci d'avoir répondu à l'appel de notre noble continent l'Afrique pour pouvoir échanger avec vous sur le thème de la gouvernance traditionnelle africaine. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à nous dire un peu ce que vous faites? Vous êtes traditionnaliste? Si vous pouvez vous présenter un peu à nous, merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, avant de me présenter, j'aimerais invoquer nos ancêtres méritants divinisés, eux qui ont déblayé la place pour nous aujourd'hui. Et je les rends hommage parce qu'ils ont permis que nous soyons unis ici en virtuel pour cette conversation électronique. Voilà, donc nous désirons réhabiliter nos valeurs de civilisation multimillénaires afin que l'Afrique renaisse de ses cendres comme le phénix. Voilà, et donc c'est un plaisir pour moi de donner les enseignements de nos ancêtres gratuitement et je demande à tous les auditeurs d'être des bons apprenants. Bon, qui suis-je? Mon nom est Korejo Missa Doumbia, alias Siramissa Doumbia. Donc, certains m'appellent Siramissa Doumbia. De formation, je suis ingénieur électricien, mais par passion, je suis traditionnaliste. Et je suis le Blontiki, le mouvement culturel Maya Blon basé au Mali. Le Blontiki, c'est en langue bamana, ça veut dire le président en français. Donc, je suis le président du mouvement culturel Maya Blon. Et donc, vous comprenez que j'assume, comme je le dis, l'héritage de la prêtrise animiste de mon ancêtre, le vénérable Fakoli Doumbia. Et donc, mon vœu et mon souhait est de pouvoir rescaper l'Afrique de la domination intellectuelle, culturelle et cultuelle. Voilà un peu qui je suis. Donc, je trouve que moi, je me suis libéré de la culture occidentale pour me réapproprier mes racines mandées. Donc, je suis un Bamanan du Mandé. Donc, voilà brièvement qui je suis. Si vous avez des questions particulières, je peux compléter. D'accord. Mais c'est très bien, c'est un honneur pour nous de recevoir une personne telle que vous. Voilà. Ça, c'est un honneur pour nous. Mhm. Ça va être avec un plaisir qu'on va donc continuer cet échange. Je vais du coup vous poser des questions. Vous allez pouvoir voilà, nous parler de nos valeurs africaines, nos valeurs nobles et dignes. Mhm. Donc voilà, et je pense qu'on aura, on a d'autres occasions également de parler de cette revendication de nos valeurs traditionnelles. Mhm. Voilà, donc les questions, donc, ça va être sur le thème de la gouvernance traditionnelle. Si vous pouvez nous parler un peu de, voilà, de notre gouvernance traditionnelle africaine, Mhm. de la pathologie de la gouvernance actuelle, euh, voilà. Mhm. D'accord. C'est un sujet très, très vaste. Et donc, vous comprendrez que je ne peux faire un tout petit résumé de la pathologie de la gouvernance actuelle en Afrique. Bon, avant de dire ça, je dois dire que moi, j'ai étudié et j'ai vécu au moins 25 ans en Russie et puis en Occident. Donc, on ne peut pas nous raconter l'Occident. Donc, je peux faire exprès de mystifier devant des gens ou alors si je décide de trahir délibérément. Alors, donc, je me dois de dire la vérité. Et normalement, je ne dois pas oublier
ce que j'ai été et ce que je suis comme le fruit d'une éducation mandingue. Mhm. Voilà, donc j'ai une notion de ce que je suis et de ce que j'ai vu ailleurs dans le monde. Donc, j'ai assez de recul pour faire une étude comparée des sociétés africaines et occidentales. Alors, je peux évaluer par rapport à tous les aspects de la vie d'une société humaine. Je peux évaluer ce qu'est la vie en Occident et ce qu'est la vie dans la société mandingue en Afrique. Et qualitativement, je me rends compte qu'en fait, pour l'épanouissement de la personne humaine, que ce soit du point de vue de la protection des droits, c'est-à-dire les droits politiques, économiques, les valeurs qu'on nous a léguées ici au Mandé, sont de loin en avance sur celles de l'Occident. Et ça, je ne me gêne pas de le dire, parce que le modèle occidental essentiellement basé sur ce que nous, on appelle ici au Mandin le mensonge et la violence. Le mensonge, c'est quoi? C'est tout le discours sur la démocratie. Parce que la bataille pour le pouvoir par les urnes, ils appellent ça élection en Afrique ici. Élection, et ce qu'ils font en Occident, moi j'appelle ça la parlementocratie et non la démocratie. Parce que la vraie démocratie est ici en Afrique, pas en Occident. Et quand on regarde bien, on se rend compte que l'élection est l'antithèse même de la démocratie. Mais malheureusement, les gens peu informés répètent un peu bêtement ce que leur professeur les a donné, mais ces professeurs européens-là ne leur disent pas l'histoire. Ils ne disent pas l'histoire de la démocratie. Et comment on est arrivé à ce modèle où le vote des populations sanctionne le choix des leaders ou le choix du leadership? Bon, les Occidentaux, ils vont tous se référer à Athènes en Grèce, en oubliant que à Athènes, le député n'était pas quelqu'un qui est élu. Le député il était tiré au sort, tirage au sort. Alors, pourquoi ils appellent ça démocratie? Pourquoi ils l'appelaient démocratie? Parce que la majorité des gens, c'est pour la majorité des gens, c'est des populations ordinaires. Mais leur volonté et leur désir dans la société doit être respecté. Donc, c'est eux qui font la loi et la loi doit venir de ces gens-là, de ces gens ordinaires-là, normalement. Bon, chez nous, en Afrique actuelle, si on fait des élections, c'est les gens qui ont des gros moyens qui vont corrompre ceux qui n'ont pas les moyens et effectivement arriver à se faire élire. Et donc, en Afrique, élection rime avec élite. On élit les élites. Or, on sait bien que quand il y a une masse, seulement 2% sont des gens nantis et 98% sont des gens ordinaires. Voilà la réalité. Mais dans le système athénien en Grèce, pour la représentation, comme je l'ai déjà dit plus haut, c'était le tirage au sort. Donc, les 2% des nantis qui sont dans la masse seront également représentés proportionnellement. Ce qui va faire que la majorité tirée au sort risque d'être des gens ordinaires. Et le mandat de ces législateurs-là, de ces députés tirés au sort, a une durée très limitée.
Donc, ce modèle grec a fonctionné seulement pendant 15 ans. Seulement 15 ans en Grèce, quand Périclès était au pouvoir à Athènes. Mais Périclès a été obligé d'interrompre. Il a été obligé de renoncer à ce modèle-là parce qu'il y a eu la guerre de la Péloponnèse et donc il fallait lever des soldats. Donc, ça a mis fin à ça. Donc, la vraie démocratie en Occident n'a duré que 15 ans en Grèce. Mais ce modèle n'est pas applicable à nos sociétés africaines. Ce modèle n'est pas applicable à l'Afrique parce que ce qu'on a vu jusque-là, c'est qu'avec ce modèle, les enfants les moins méritants se sont retrouvés au pouvoir en Afrique. Alors, où est la démocratie? Si on prend l'exemple de notre pays, avons-nous eu une démocratie au Mali de 1991 à ce jour? Je suis tenté de dire non, parce qu'il y a moins de 10% des Maliens qui sont membres d'un parti politique. Or, pour être candidat aux élections présidentielles au Mali, il faut nécessairement être sur une liste électorale d'un parti politique. Donc, ce sont donc les partis politiques qui déterminent qui peut être candidat et qui ne peut pas l'être. Pour moi, ce n'est pas ça la démocratie, car ceux-ci-là ne constituent que moins de 10% de la population. Voyez-vous? Et pour être candidat aux élections, en plus pour être candidat aux élections ici chez nous, il faut nécessairement déposer une caution financière de 25 millions de CFA avec un fonds de campagne, un fonds à peu près de plus de 100 millions pour faire la campagne. Voyez-vous? D'où vient cet argent? Hein? Et, et on a vu aussi que pendant les dernières élections, des voix, autrement dit des votes, ont été vendus et achetés avec l'argent venant de la corruption, de la fraude, du vol et tout ça. Et on appelle ça démocratie. Où est la démocratie? Donc, la réalité est que c'est des nantis qui profitent de la naïveté des gens et le personnel politique africain actuel veut profiter de la vie en faisant semblant de s'occuper des problèmes. Et à regarder de près, je pense que ça, c'est de l'égoïsme pur. Nos ancêtres africains, nos ancêtres du Mandé ont organisé notre société sur des bases consociationnelles. C'est un mot nouveau. Sur des bases consociationnelles, ça veut dire que tout se fait par délibération. Tout se fait par le consensus à tous les niveaux. Et tout se fait, tout se décide par la participation et la complémentarité des avis, des terroirs, des ethnies, etc. Donc, ce n'est pas sur des bases différentielles que la société africaine va fonctionner. Jamais. Vous savez mieux que moi que depuis le dos de nos mamans, on connaît le modèle constitutionnel en Afrique parce que toute décision est prise après avoir débattu. On donne la parole à tout le monde donne son point de vue et à la fin de la réunion, le chef, après avoir entendu tout le monde, il conclut en répétant ce qui a été dit comme décision. Et cette décision s'impose à tous. Bon, le fait que tout le monde parle, la répétition là est un PV, un procès verbal qui est gravé dans la mémoire de tout le monde. Voyez-vous, c'est ça notre modèle. Donc, le roi, c'est le dirigeant suprême en Afrique. Et le roi chez nous ne pouvait pas être un despote. Je sais que dans la musique malienne, dans la musique de Ségou, on dit qu'à Babougou, Babougou c'est une ville de Ségou, les gens mouraient de soif pendant que d'autres se noyaient. Ça,
C'est l'extrême du despotisme qui ne pouvait pas prospérer chez nous. Dans une même ville, des gens meurent de soif pendant que d'autres sont en train de se noyer dans l'eau. Voyez-vous, ce modèle ne peut pas fonctionner en Afrique. Parce qu'en Afrique, quand le roi lui-même ne respecte pas les règles, il est destitué. Et dans certains cas, dans des cas extrêmes, il peut même encourir la peine de mort quand le roi trahissait. Alors, qu'est-ce que nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on a à envier des modèles occidentaux qui n'est autre chose qu'un système de dictature de petit nombre des élites? C'est-à-dire que ceux qui ont la fortune pour se faire élire. Ce n'est pas la démocratie, ça. Ils se font élire par la médiation de leur fortune qu'ils ont acquis très souvent dans la violence ou parfois dans des actes crapuleux. Alors, comment ces gens-là peuvent-ils gérer le bien commun? Je n'en vois pas comment. Comment ils peuvent gérer le bien commun puisqu'ils n'ont aucun sens de la collectivité ni du social? Ils n'ont aucun sens de travailler pour le bien commun. Ce n'est même pas dans leur mœurs. C'est pour ça que le système capitaliste occidental rend tout le monde malheureux ici en Afrique. Il ne fait pas que détruire les liens entre les personnes, mais aussi il détruit notre environnement. Il détruit notre environnement. C'est un système, vous m'excusez le terme, hein, il est absolument diabolique pour l'Africain. Parce qu'il est fondé sur le mensonge. Le mensonge, c'est faire croire aux gens, notamment aux électeurs, que c'est eux qui mettent les gens au pouvoir en Afrique. C'est faux. En Afrique, ce mensonge est flagrant. Je peux vous donner des exemples. Regardez le cas d'un président africain. Bon, je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas le nommer, qui est fier de faire publier en gros titre et en première page euh, d'un journal france-africain, et il dit, je ne dois rien à personne sauf à la France. Cela veut dire qu'il n'a même pas de reconnaissance vis-à-vis de ses électeurs, y compris ses propres parents, ses propres géniteurs. Il ne doit rien à son père, il ne doit rien à sa mère, il ne doit rien à son village, il ne doit rien aux gens qui ont trimé dur pour payer ses études, mais il doit tout seulement à la France. Voilà. Un chef d'État africain a dit ça. Et ce chef d'État qui se veut aujourd'hui être le champion de la démocratie en Afrique de l'Ouest, et il se permet de prendre des sanctions contre ses propres frères pour nourrir l'Europe. Alors, ici, on se pose la question, est-ce que le ventre d'un enfant européen a plus de propriété que le ventre d'un enfant africain? Pourquoi les biens de l'Afrique doivent servir à nourrir d'autres peuples non africains? Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, regardez le cas du Niger. On voit que tout l'uranium de ce pays-là est envoyé ailleurs, pendant que la population du Niger, à 90%, c'est des gens qui n'ont pas accès à l'électricité. Il y a d'autres exemples. Regardez le cas du Mali. Le problème du Mali, c'est qu'il y a eu en 1968 un coup d'État qui a renversé le président Modibo Keïta. Et après ce coup d'État, Moussa Traoré a amené des gens qui se sont appropriés l'appareil d'État.
Ils ont ramené toutes sortes de racailles dans le système politique de ce pays. Des gens qui se sont mis à piller systématiquement le pays depuis 1968. Et regardez le cas de la Guinée et du Burkina Faso. C'est pareil qu'au Mali. Donc, il est temps qu'on se dise la vérité. On ne gouverne pas un pays dans le moussalaha, ce que les Maliens appellent le moussalaha, c'est-à-dire les mensonges camouflés, moussalaha. Un président doit être comme une mère de famille. Et les Mandingas disent toujours Abelaban Tunyadema. Tout finira par la vérité. Voilà la pathologie du pouvoir actuel en Afrique. Voyez-vous? Bon, donc il nous faut se référer au pouvoir ancien, le pouvoir ancestral, la gouvernance ancestrale. Vous savez qu'en Afrique, le pouvoir a un fondement spirituel. Parce que la royauté ancestrale africaine est très différente des monarchies européennes. Elle est différente. Les rois africains sont fondamentalement différents des monarques d'Europe. Oui, parce que le roi africain est un serviteur cosmique du peuple et non un despote. Et là, je vais vous donner encore quelques exemples. Un pays Ashanti, un pays Bamana, un pays Maninka, un pays Dogono, un pays Wolof, etc. Ce n'est pas le roi qui a la royauté, c'est la royauté qui a le roi. C'est une autre façon de dire que celui qui dirige est esclave du pouvoir en Afrique et non maître du pouvoir. Et dans le royaume Congo, un Mani Congo était celui qui possédait toute la puissance et le pouvoir de gouverner, de consulter les ancêtres afin de mieux guider son peuple. Et c'était aussi avant tout un guerrier, celui qui rassemble et trouve des solutions pour son peuple. Solutions basées sur la tradition spirituelle. Mais en Europe, les monarques d'Europe sont des tyrans. Il y a l'abominable coutume des monarchies européennes de faire des peuples, de leurs biens, de leur territoire, de simples objets ayant une valeur marchande, susceptibles en tant que telles de transactions. Et cette coutume-là n'a jamais existé en Afrique, n'a jamais existé en Afrique impériale. Le roi ne peut pas prendre les biens des gens comme ça, leur territoire, et les vendre. Non. Donc, voyez-vous, la royauté ancestrale africaine, c'est une culture. Comparé au modèle que nous avons actuellement, nous pouvons dire que seul un roi traditionnel peut sauver l'Afrique. Seul un roi traditionnel peut sauver l'Afrique. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut rapidement restaurer la gouvernance traditionnelle. En ce qui concerne le retour de l'Afrique à son modèle endogène de gouvernance, je suis serein, ça va venir avec le temps. Parce que le modèle actuel a échoué et dans la gouvernance, dans l'Afrique précoloniale, on avait une gouvernance très décentralisée. Voyez-vous? Donc, qui était très liée à la nature même des sociétés africaines
les règles, les instituts qui régissaient nos sociétés-là et prenaient leurs racines dans le modèle d'organisation de la société. Et on peut citer l'exemple de l'Empire du Mandé. Donc, dans l'Empire du Mandé médiéval, la chefferie administrative traditionnelle était composée de chefs et de ses conseillers. Et c'était tellement décentralisé, ça commençait déjà dans la famille. Le niveau le plus bas, on appelle ça Guatigi. Le chef de Gua, on appelle ça Guatigi. Et la famille est la base même de la société. Bon, plusieurs familles forment ce qu'on appelle Dou. Donc, c'est la famille élargie. On appelle, et le chef qui dirige ça, on appelle Doutiki. Doutiki et, et plusieurs Dou, c'est-à-dire plusieurs familles élargies, forment So, c'est-à-dire le village. Et le chef qui dirige là-bas, c'est Sotigi. Bon, Sotigi, c'est beaucoup plus profond que le mot chef de village en français. Voyez-vous? Et dans l'organisation, plusieurs sauts, c'est-à-dire plusieurs villages, forment ce qu'on appelle babon. Et celui qui dirige le babon, on appelle ça babon tiki. Et babon tiki, c'est plus profond que chef de canton. Et encore là, plusieurs babons forment ce qu'on appelle Dougou, c'est-à-dire un pays. Et celui qui dirige le Dougou, on appelle Dougou Tigui. Tigui, ou bien avec l'arabisation, on appelle maintenant Djamana Tigui ou Kafotigi. Et d'autres appellent aussi Mansa, ça veut dire le roi. Vous voyez? Et plusieurs royaumes réunis forment ce qu'on appelle Famala, c'est-à-dire l'empire en français. Et celui qui dirige Famala, on appelle ça Fama. Fama, c'est l'empereur en français. Mansa ou Kaf Mansa, c'est ça Fama. Comme Smaro Kanté était un Fama, comme Sunjata Keita était un Fama. L'empereur, ça veut dire le roi des rois. Donc, ça, c'est notre modèle endogène de gouvernance. On appelle ça en français le fédéralisme communautaire, c'est-à-dire la fédération de plusieurs royaumes. Et ce fédéralisme ancestral africain est totalement opposé à la royauté occidentale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'élection chez nous. Il n'y a pas de suffrage universel, un homme, une voix. Mais pour accéder au pouvoir, c'est la succession réglementée par la mort. Donc, c'est la mort qui amène quelqu'un au pouvoir et c'est la mort qui enlève quelqu'un du pouvoir. Ah oui, parce qu'il faut qu'un roi meure pour qu'un autre le succède. Donc, pour un nouveau roi ait accès au pouvoir, il faut la mort de l'ancien roi. C'est ça le modèle africain. Et plusieurs royaumes se mettent ensemble pour former une fédération. Et c'est pour ça que je vous disais que le fédéralisme africain la dépasse de loin le fédéralisme occidental. Parce que l'État-nation tel que nous le voyons aujourd'hui n'a jamais existé en Afrique. Elle n'a jamais créé d'intégration des peuples en Afrique. Il n'y a jamais de vivre ensemble cohérent. Jamais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la guerre partout. En Afrique, donc, ceux qui aiment l'État-nation, là, sont des égoïstes, des rusés, et pire, des complexés par l'Occident.
Donc, le modèle africain, ou notamment le modèle mandin que j'ai décrit là, il est indépassable parce qu'il est très plastique. Il s'adapte au concept de la citoyenneté qui existe en Afrique. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.